Demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. L'objet politique, il est évident. On vise à faire taire ces groupes-là et surtout on vise à faire obstacle à l'organisation en fait. On n'est pas en train de sanctionner une association, on prononce une mesure qui aboutit en fait à son anéantissement. Le ministère de l'Intérieur a présenté la nécessité de dissoudre la défense collective de Rennes en considérant que la défense collective de Rennes avait une sorte de façade officielle et qu'elle avait en outre un côté, on va dire, obscur et provoquerait à des agissements violents contre les personnes et contre les biens. Ce raisonnement est gravissime parce qu'il vise à empêcher des personnes de s'organiser pour tout simplement exercer des droits. Le réel danger, en fait, si la défense collective, elle se soucie pas de ça, c'est ce qu'on a vu pendant, par exemple, les Gilets jaunes, avec des procédures accélérées qui envoient les gens en prison et où les gens, en fait, ne se défendent tout simplement pas parce qu'ils font appel à des commis d'office ou des avocats qui n'exploitent pas, du coup, toutes les failles que nous, on cherche à exploiter. L'utilisation de la technique de la dissolution montre que la dissolution devient comme un outil légitime de gestion d'une conflictualité politique ou de désignation d'un adversaire, voire d'un ennemi. Je crois que c'est une affaire d'atmosphère, comme on dit. C'est un climat d'ambiance, c'est-à-dire que très largement, on voit très très bien qu'on utilise de plus en plus le recours aux notions de loi et d'ordre. Et loi et ordre, ça veut dire pouvoir de l'administration plutôt que pouvoir législatif ou pouvoir judiciaire. Depuis 2017, plus de 40 décrets de dissolution visant des associations ou des groupements de faits ont été prononcés par le gouvernement Macron. Un chiffre record. De nombreuses organisations liées au mouvement social sont notamment visées. Quelles sont les raisons de cette vague de dissolution ? Comment expliquer que des organisations contestataires puissent être visées par de tels décrets ? Pour Blast, nous allons tenter de répondre à ces questions. Maître Ainhoa Pascual est une habituée de ces procédures. Je m'appelle Ainhoa Pascual, je suis avocate au barreau de Paris et j'ai eu la chance, l'honneur de défendre plusieurs collectifs visés par des dissolutions administratives. Que ce soit celle du Bloc Lorrain, de la Galle ou encore des soulèvements de la Terre, Maître Pascual est spécialiste dans la défense d'organisations visées par ces procédures. Son dernier dossier en date est celui de la dissolution annulée par le Conseil d'État de la défense collective de Rennes. Alors, la défense collective de Rennes a été visée par une procédure de dissolution au printemps 2024. C'est la dernière d'une série qui commence à être assez importante de dissolutions qui ont été engagées contre des collectifs dits d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, si on reprend un peu les termes du ministère de l'Intérieur. J'ai assisté de la défense collective dans le recours qu'ils ont introduit devant le Conseil d'État pour contester cette mesure de dissolution. Camille est militante à la défense collective et elle a accepté de nous rencontrer pour nous livrer son témoignage sur la procédure de dissolution qui vise son organisation. Je suis Camille et je fais partie de la défense collective à Rennes. Ça fait 7 ans bientôt que j'y suis. La défense collective, c'est un groupe politique qui s'est fondé à Rennes en 2016 pendant le mouvement contre la loi travail et qui a pour objet la défense du mouvement social en général. Donc ça passe par plusieurs aspects. On parle de défense à la fois dans la rue et notre slogan c'est de la rue aux tribunaux. Et l'aspect rue, en gros, c'est la défense dans les cortèges, donc la distribution de matériel de protection, la création d'une cohésion au sein du cortège, la solidarité, des pratiques qui vont éviter les mouvements de foule, les gens qui courent dans tous les sens, ramasser les gens qui tombent, et qui du coup se poursuivent en dehors des manifestations dans l'aspect juridique de ce qu'on fait, c'est-à-dire suivre les gens qui sont arrêtés en manifestation dans le cadre du mouvement social. Donc préparer leur défense au tribunal avec eux, lire leur dossier et faire en sorte que le mouvement soit défendu dans cette globalité. Le 3 avril 2024, on a assisté à la promulgation du décret de dissolution qui nous concernait par le Conseil des ministres de ce jour-là. C'est quelque chose auquel on s'attendait puisqu'on nous avait transmis une lettre nous concernant le 6 février. Et donc c'était juste une question de temps en fait pour nous avant la promulgation de ce décret. Alors les dissolutions dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, ce sont des dissolutions administratives. C'est-à-dire que c'est pas du tout des mesures judiciaires, c'est des mesures administratives. C'est-à-dire que concrètement, c'est le ministère de l'Intérieur et plus particulièrement une division qui s'appelle la DLPAJ, la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, qui instruit
les dossiers de dissolution. Et donc concrètement, c'est une mesure administrative, c'est-à-dire que c'est un décret qui est pris en Conseil des ministres qui prononce la dissolution d'une association. Et c'est une mesure qui est très particulière parce que on n'est précisément pas dans le judiciaire, on n'est pas en train de sanctionner une association qui a enfreint la loi. Les dissolutions administratives, c'est celles qui nous occupent là en l'occurrence, elles ne se fondent pas sur des délits pénaux qui auraient été commis. Ça veut dire que le gouvernement, lorsqu'il prononce une dissolution en Conseil des ministres, il n'a pas besoin de se fonder sur d'éventuelles condamnations pénales de la personne morale du groupement ou de ses membres. Ce qui fait que tous les arguments qu'ils vont invoquer, ça va être des arguments qui reposent soit sur des éléments matériels, factuels, concrets, soit sur des notes du renseignement. Et donc c'est comme ça en fait qu'est monté un dossier de dissolution administrative. Et le point commun entre la dissolution de la défense collective et la dissolution aussi de d'autres groupements auparavant, et notamment celle des soulèvements de la terre, c'est que il n'y a pas de reproche pénal qu'on peut faire à ces entités. On est dans le champ administratif, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de sanctionner une association. On prononce une mesure qui aboutit en fait à son anéantissement, à la disparition de la personne juridique association. Donc ça veut dire que l'association, à la suite du décret, n'existe plus. Et donc, elle ne peut plus rien faire. Elle n'existe plus comme personne juridique. Elle ne peut plus louer de locaux, employer de personnes. Enfin, elle a disparu de l'existence juridique qui est la sienne. La dissolution, elle a eu un impact assez fort quand le décret est paru, puisque ça a suspendu toutes les activités de la défense collective, juste au moment où le décret est paru, quoi. Donc, on n'a plus pu assurer la défense juridique qu'on devait assurer dans tous les dossiers qui suivaient la promulgation du décret. Ça a été un problème pendant quelques mois. Heureusement, on a gagné un référé suspension qui, du coup, a suspendu la décision de dissolution et qui nous a permis de retravailler sur les dossiers juridiques qui nous concernaient. Le décret de dissolution de la défense collective, il repose sur plusieurs points, sur plusieurs griefs qui leur sont faits. La défense collective de Rennes, on leur reproche notamment et même principalement, je dirais, toute une série de publications qui ne sont pas de leur fait et qui sont des publications qui sont imputables à un autre média qui s'appelle Rennes des Terres. Donc, le ministère de l'Intérieur a présenté la nécessité de dissoudre la défense collective de Rennes en considérant que la défense collective de Rennes avait une sorte de façade officielle, ce qui était ses propres réseaux de communication, et qu'elle avait en outre un côté, on va dire, obscur, qui était un second média, qui était Rennes des Terres, par lequel la défense collective montrait sa vraie nature et provoquerait à des agissements violents contre les personnes et contre les biens. Il a aussi été reproché à la défense collective de préparer les gens, de les inciter à commettre des violences en manifestation ou des dégradations en manifestation en leur prodiguant des conseils sur le matériel à apporter en manifestation et sur le comportement à avoir en manifestation. Ça, c'est ce qui est reproché à la défense collective. C'est pas du tout ce qui est réellement le cas dans les faits. Et dans un autre temps du décret, le ministère de l'Intérieur a reproché à la défense collective d'avoir commis des provocations à des agissements violents contre les biens et contre les personnes qui auraient été suivis des faits, parce que le ministère de l'Intérieur, le gouvernement a dit que tous les membres de la défense collective de Rennes avaient fait l'objet de condamnations pénales. Mais ce faisant, le gouvernement, il opère une sorte de retournement de la situation, puisqu'il considère comme membres toutes les personnes qui ont bénéficié de l'assistance de la défense collective, puisque la défense collective, un de ses objets principaux, c'est d'accompagner les personnes qui font l'objet de la répression dans le cadre de mobilisation et donc de mouvements sociaux. Et donc, il est logique que les personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement de la défense collective et que le gouvernement qualifie de membres aient eu des problèmes avec la justice. Donc, la défense collective de Rennes s'insère dans cette logique. Et elle proposait des techniques de défense, des conseils de défense. Et elle a été attaquée par le gouvernement
pour cette raison. Et le gouvernement disait, en gros, comme il tente de le faire dans un certain nombre de procès, à droite à gauche, comme on entend parfois des procureurs le dire, ils disent « Ah, mais puisque vous vous organisez pour vous défendre devant les tribunaux, c'est bien que vous prévoyez que vous pourriez commettre des infractions dans le cadre de manifestations. » Donc finalement, le fait d'organiser, de prévoir sa défense possible devant un tribunal est la preuve qu'on a l'intention de commettre une infraction. C'est le raisonnement qui est fait par le gouvernement. Ce raisonnement est gravissime parce qu'il vise à empêcher des personnes de s'organiser pour tout simplement exercer des droits devant des tribunaux si jamais ils sont conduits à faire. Et surtout, c'est gravissime parce que c'est une manière de nier le fait qu'il y a en France, malheureusement, dans la période contemporaine, une volonté de réprimer de façon extrêmement dure le mouvement social. Ce qui est flagrant avec la procédure de dissolution qui nous concerne, c'est que elle a profondément dégonflé en fait tout au long des recours qu'on a faits. Elle part d'une confusion entre un média local qui est assimilé dans les mémoires du ministère de l'Intérieur à la défense collective et au final, pour au final arriver au rapporteur public qui écarte toute cette partie-là du décret et qui considère qu'elle n'est plus valable à ce jour. Et donc, les arguments qui aujourd'hui seraient utilisés pour nous attaquer et nous dissoudre réellement, ça reposerait sur un t-shirt. C'est-à-dire que on nous reproche donc la vente de ce t-shirt depuis 2016, 2 commentaires non modérés sur des posts, commentaires qui n'existent plus à ce jour parce qu'ils ont été supprimés, et la diffusion de conseils de manif dans un tract sur notre blog, qui appelle à ne rien déclarer en garde à vue, à se protéger contre les gaz, les tirs de LBD. Et on nous reproche aussi l'utilisation d'un mème en 2018 sur Facebook, dans lequel figurent des vuvuzelas qui sont interprétés comme étant des clous par le ministère de l'Intérieur, dans lequel figure une horloge qui est interprétée comme étant une bombe et sur lequel on nous reproche d'avoir utilisé une image de feu ou d'explosion pour représenter la détermination des gens qui pourraient participer à un blocage lycéen. J'ai plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. Dans le cadre de la dissolution des soulèvements de la Terre, par exemple, le gouvernement s'était fondé sur un tweet qui avait été fait par les soulèvements de la Terre, qui se félicitait du sabotage d'une mairie. Et donc on avait regardé ce post-là, et puis en fait on avait recherché, on avait discuté un peu avec les personnes concernées, et en fait on avait établi et on avait démontré que c'était un tweet parodique, c'est-à-dire qu'en fait il y a une mairie qui avait subi un glissement de terrain et du coup le sol de sa municipalité s'était effondré et les soulèvements de la Terre avaient fait un tweet parodique en disant en fait c'est la Terre qui se soulève, on a saboté la mairie, alors qu'en fait ils avaient jamais touché cette mairie-là qui avait été sabotée par les lois de la nature. Et dans la procédure de la défense collective, c'est pareil. Donc c'est-à-dire que le gouvernement par exemple a pu invoquer des conseils qui seraient prodigués aux manifestants en produisant des captures d'écran de vidéos TikTok qui durent quelques dizaines de secondes et sur laquelle était représenté un manifestant par exemple qui avait une veste en cuir, il y avait écrit le 70s, donc c'était en référence au style vestimentaire, avec écrit en dessous se fondre dans la foule. C'était quelque chose de cet ordre-là. Et donc le gouvernement a présenté ça en disant, en fait, il donne des conseils pour brouiller l'identification, pour ne pas être reconnu, comme si, en fait, le fait de porter une veste en cuir permettait de disposer d'un don d'invisibilité. Mais par contre, évidemment, on a bien pris soin de pas montrer le personnage de Captain Coin-Coin. Donc voilà, encore une fois, c'est une façon de présenter les choses qui vise tout simplement à faire peur. Et si on fait pas un travail sérieux de contradiction, évidemment, les conseillers d'État peuvent se laisser embobiner par cette présentation des faits. Donc nous, on est dissous sur le critère numéro 1 de la loi séparatisme de 2021. C'est-à-dire la provocation à des agissements violents envers des personnes ou des biens, grosso modo. Et ça s'inscrit, on a pu l'observer avec d'autres dissolutions par le passé, notamment celle des soulèvements de la Terre par exemple, ou même de la Galle ou du Bloc Lorrain. Ça s'inscrit souvent à la suite de manifs très émeutières,
qui sont très peu réprimées, ou en tout cas où l'appareil répressif de l'État rencontre un échec dans la mise en place de la répression. La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, aussi appelée loi contre le séparatisme, joue pour les spécialistes un rôle crucial dans l'évolution de la doctrine de dissolution. Le pouvoir de dissolution administrative, il existe depuis 1936. Comme c'est une loi assez réactive, comme je le disais, par rapport aux manifestations du 6 février 34, il en a été fait pratiquement tout de suite un usage, notamment vis-à-vis des ligues fascistes, des groupements d'extrême droite. Le 6 février 1934, une manifestation d'extrême droite anti-parlementaire tourne à l'émeute et tente de marcher sur le palais Bourbon. Bilan, 19 morts, dont un policier, et plus de 1000 blessés. Ces événements surviennent dans un contexte politique tendu, mêlé à la crise économique de 1929. L'union de la gauche est accélérée par ces événements, qui analysent le 6 février comme une menace sérieuse, dans un contexte international de montée des fascismes. C'est pourquoi, le 10 janvier 1936, le gouvernement du Front populaire promulgue la loi sur les groupes de combat et milices privées et dissout un certain nombre d'organisations d'extrême droite. Patrick Beaudouin est président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Comme beaucoup de défenseurs des droits, il s'intéresse de près aux évolutions et aux usages de la loi sur les dissolutions. Cette loi, elle a été principalement prise à l'égard de ces milices, groupes d'extrême droite très très violents. Et on a donc admis la possibilité dans ce cas-là, de dissoudre de manière administrative. Alors il y avait d'autres motifs que les actions violentes des milices. Ça pouvait être par exemple des actes terroristes, ça pouvait être des atteintes à la sécurité de l'État, ça pouvait être toute une série d'actions qui portent très très gravement atteinte, en résumé, à l'ordre public. Mais en fait, très vite, ce qu'on observe, c'est que ce pouvoir de dissolution va être utilisé pour d'autres raisons, et en particulier, l'autre grand groupe historiquement qui va faire l'objet de mesures de dissolution administrative, ce sont les associations indépendantistes qui prennent naissance dans les colonies françaises, et dont un certain nombre vont faire l'objet de dissolution. On va donc avoir une autre grande vague de dissolution, disons, au moment de la guerre d'Algérie, et puis également un grand pic de dissolution au tournant des années 68, en réponse du pouvoir vis-à-vis d'un certain nombre, là pour le coup, de groupuscules d'extrême gauche. En fait, on a directement vu le danger depuis ces années-là à promulguer des dissolutions, y compris contre nos ennemis politiques, puisque de fait, il ne s'agissait que de renforcer l'appareil répressif, et plus on lui donne des armes contre nos ennemis, plus il a d'armes aussi contre nous. L'utilisation de la technique de la dissolution et la multiplication de l'utilisation de cet outil ces dernières années montre que la dissolution devient comme un outil légitime de gestion d'une conflictualité politique ou de désignation d'un adversaire, voire d'un ennemi. Et en ça m'inquiète. C'est-à-dire que la dissolution est utilisée, parfois le Conseil d'État va valider les dissolutions, parfois pas, mais finalement, à travers ce débat autour de la légalité d'un certain nombre de dissolutions, même si parfois on gagne, eh bien, l'outil en tant que tel est considéré comme légitime. Tant et si bien qu'il y a parfois des appels, y compris qui viennent de la gauche, à ce que cet outil soit utilisé contre des adversaires politiques, comme des mouvements d'extrême droite. Et moi, je suis extrêmement sceptique et réservé par cet appel d'un certain nombre de responsables politiques de gauche et des gens qui peuvent être finalement de mon camp, avec qui je peux être en accord sur un grand nombre de choses. Je trouve que c'est dangereux parce que, à travers ces appels, ça légitime l'utilisation de cet outil. Et donc, ça dit, du point de vue de la gauche, oui, c'est normal de pouvoir dissoudre une organisation avec laquelle on est en désaccord. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que ça en appelle à l'action répressive de l'État. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, nous attendons du gouvernement qu'il soit répressif. Et donc, moi, je me situe dans une perspective de gauche et critique de la répression, et je ne pense pas qu'il faille résoudre des problèmes politiques graves à travers cet outil de la répression, parce que en le légitimant contre nos adversaires, on le légitime aussi contre nous-mêmes, potentiellement. Depuis 2017, on assiste à l'un des pics les plus importants de l'usage par le pouvoir exécutif des dissolutions administratives.
Au total, plus de 40 associations ou groupements de faits ont été visés par un décret de dissolution. Cela représente près de 45% des décrets prononcés depuis 1936. On s'intéresse aux dissolutions concernant des associations pour la raison très simple que ce sont des mesures qui touchent à des libertés absolument essentielles. La liberté d'association est inscrite en France vraiment dans le marbre depuis une loi qui remonte à 1901, qui est une loi qui prévoit que les associations peuvent être déclarées librement, constituées librement, donc sans contrôle, sans nécessité d'autorisation administrative. Il semblerait que maintenant il y en ait plus d'une quarantaine, ce qui est quand même énorme. Ce qui a aggravé la situation, c'est que non seulement on a repris cette loi qui se trouve intégrée dans l'article 212.1 pour faire savant du Code de la sécurité intérieure, mais on y a ajouté une disposition complémentaire nouvelle au travers de la loi qu'on appelle loi sur le respect des principes de la République, autrement dit loi séparatisme, qui a été adoptée par le Parlement le 24 août 2021 et qui a été suivi d'un décret qui était prévu du 31 décembre 2021. Et cette loi, elle prévoit que les dissolutions peuvent également intervenir lorsque l'association va propager des idées ou va encourager, disons, des actions portant atteinte aux personnes ou aux biens, et de la même façon, si des associations se livrent à des actions qui portent atteinte aux personnes ou aux biens. Alors effectivement, la loi dite séparatisme ou loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, elle est très importante du point de vue du droit des dissolutions parce qu'elle a mené à un élargissement très net des motifs qui peuvent autoriser le pouvoir exécutif à décider une dissolution. Alors en fait, c'est intéressant de refaire un peu l'historique. Donc je vous l'ai dit, c'est d'abord la loi de 1936 qui permet les dissolutions et à l'époque, il y a que 3 motifs possibles. On peut dissoudre les associations qui appellent à des manifestations armées dans la rue. On peut dissoudre les associations qui ont le caractère de groupes de combat ou de milices privées. Et on peut dissoudre les associations qui portent atteinte à l'intégrité du territoire ou qui menacent directement d'attenter à la forme républicaine du gouvernement. Donc on voit que c'est des motifs assez resserrés et comme je le disais tout à l'heure, c'est des motifs vraiment extrêmes de défense de la République. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a procédé à un premier élargissement puisqu'on a permis la dissolution des associations qui font obstacle au rétablissement de la légalité républicaine de la libération ou qui rassemblent d'anciens collaborationnistes. Et puis après ça, c'est une loi de 1972 qui a permis la dissolution des associations qui provoquent à la haine et à la discrimination raciale. Et la loi de 86 qui permet la dissolution des associations qui provoquent ou se livrent à des agissements à caractère terroriste. On restait donc dans un régime où cette logique fondamentale, c'était celle de doter la République d'un outil pour se défendre en cas de menace vraiment grave. Et la loi du 24 août 2021, elle vient élargir 2 motifs possibles de dissolution. D'abord, c'est plus seulement les associations qui appellent à la haine et à la discrimination raciale, mais les associations qui appellent à la haine et à la discrimination, y compris sur le fondement du sexe, de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, etc. Mais surtout, le motif qui autrefois permettait la dissolution des associations qui appellent à des manifestations armées dans la rue devient dissolution des associations qui appellent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre de personnes ou de biens. Et ça, c'est un élargissement qui est vraiment très important parce que ça signale en fait un basculement de l'économie générale de cette mesure extrême qu'est la dissolution des associations, puisque basculement depuis un instrument de défense du régime, la République, vers un instrument de gestion de l'ordre public. C'est vraiment quelque chose qui vient changer un peu la nature du pouvoir de dissolution, qui devient d'une certaine manière un instrument de gestion de l'ordre public, quoi. Donc c'est vraiment un basculement assez significatif dans la nature même de cette compétence. Si on était dissous, ça représenterait un réel danger pour tous les autres groupes qui pourraient diffuser les mêmes pratiques que nous et conseiller aux gens de se protéger en manifestation et au cortège de se défendre, puisque les arguments utilisés seraient complètement
absurde par rapport à la gravité des choses qui nous sont reprochées, c'est-à-dire la provocation à des agissements violents envers les biens, les personnes, suivi des faits. S'agissant donc des provocations qui résulteraient des conseils qui sont donnés par la défense collective aux manifestants, ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est que la défense collective prodigue des conseils légaux. Elle conseille aux personnes de porter des équipements de protection en manifestation, qui sont des conseils qui sont considérés tant par le juge judiciaire que même par le ministère de l'Intérieur comme des éléments qui sont nécessaires en manifestation et qui sont légaux. Pour l'anecdote, le ministère de l'Intérieur a déjà eu l'occasion de soutenir dans des recours qui avaient été introduits contre l'État par des personnes qui avaient été blessées en manifestation. Le ministère de l'Intérieur a dit lui-même, la personne a été blessée par les forces de l'ordre, mais elle a contribué à son propre dommage parce que elle ne portait pas d'équipement de protection alors qu'elle savait que la manifestation allait être dangereuse. Et donc là, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur vient dire la défense collective de Rennes doit être dissoute parce qu'il conseille aux personnes de porter des lunettes de piscine pour se protéger des gaz lacrymogènes, d'emporter du sérum physiologique, comme elle conseille par ailleurs de connaître le nom d'un avocat en cas d'interpellation. Je crois que c'est la dernière affaire un peu emblématique, celle de Rennes. C'est-à-dire qu'on essaie d'isoler des éléments d'ailleurs qui, quand on les regarde de près, sont même pas probants, mais sur lesquels l'accusation extrapole. En fait, on part d'un énorme scandale d'un groupe qui est considéré comme étant paraterroriste pour devenir un groupe qui vend des t-shirts et qui peut être dissous sur la base de la vente de t-shirts. C'est-à-dire que la CGT aujourd'hui pourrait presque répondre à ces critères qui seraient utilisés pour nous dissoudre. On utilise des notes blanches, on utilise des éléments qui ne sont pas communiqués, dont on vous dit, bon, c'est la DGSE, la DGSI, le service de je ne sais quoi, on peut pas vous les communiquer, mais on a il y a un abus il y a un abus du secret d'ailleurs. Je crois que c'est une affaire d'atmosphère, comme on dit. Hein. C'est un climat d'ambiance, c'est-à-dire que très largement, on voit très très bien qu'on utilise de plus en plus le recours aux notions de loi et d'ordre. Et loi et ordre, ça veut dire pouvoir de l'administration plutôt que pouvoir législatif ou pouvoir judiciaire. Donc il y a cette tendance qui, alors on n'est pas arrivé au régime illibéraux façon Orban, mais lentement on s'en rapproche à travers certaines dispositions. Donc c'est quelque chose d'assez général. Alors, s'agissant et des soulèvements de la terre et du bloc lorrain et de la défense collective, c'est l'objet politique. Enfin, il est évident. Dans ces trois cas, on a des personnes qui se sont réunies et qui contestent la politique gouvernementale, que ce soit en matière écologique ou que ce soit dans les réformes actuelles de la loi travail et compagnie. Donc oui, on vise à faire taire ces groupes-là et surtout on vise à faire obstacle à l'organisation en fait. Et là encore, les points communs, c'est que ce sont des collectifs qui fonctionnent, enfin c'est-à-dire qui rassemblent du monde. Et dans la dissolution des soulèvements de la terre, c'était aussi un élément très prégnant, c'est-à-dire que le gouvernement disait lui-même, là on a une difficulté avec les soulèvements de la terre parce que ils sont en train donc de rassembler de plus en plus de gens d'horizons de plus en plus différents qui donc s'organisent pour contester la politique gouvernementale en matière environnementale. Et pour la défense collective, il y a aussi un peu quelque chose de cet ordre-là, parce que la défense collective à Rennes, elle a une certaine aura. Ce sont des gens qui sont assez entendus, écoutés. On a même pu citer dans nos écritures des députés qui étaient venus assister à des formations qui étaient dispensées par la défense collective. Pour les militants de la défense collective, leur dissolution aurait représenté une entrave à leur activité de défense juridique. Pour nous, les dissolutions, ça constitue un réel danger pour le mouvement social, puisque c'est lui qu'on attaque en réalité au travers des dissolutions des groupes. Notamment, notre propre dissolution, c'est une attaque contre des pratiques de défense, et c'est simplement à but d'empêcher le mouvement de se défendre efficacement contre les attaques de l'appareil répressif. La singularité de la défense collective dans le suivi juridique qu'elle propose, c'est qu'on élabore collectivement la défense des inculpés qui nous contactent, collectivement au sein du groupe, mais aussi avec l'inculpé en fait.
et qu'on va essayer d'exploiter toutes les failles du dossier et tous les recours à notre disposition. Donc là, on parle de aller en appel après la première instance, aller en cassation si jamais c'est nécessaire. Et le réel danger, en fait, si la défense collective, elle se soucie pas de ça, c'est ce qu'on a vu pendant, par exemple, les Gilets jaunes, avec des procédures accélérées qui envoient les gens en prison, et où les gens, en fait, ne se défendent tout simplement pas parce qu'ils font appel à des commis d'office ou des avocats qui n'exploitent pas, du coup, toutes les failles que nous, on cherche à exploiter. Et ce qui est extrêmement frappant avec la dissolution, finalement, annulée par le Conseil d'État de la défense collective, c'est ce choix du gouvernement de s'en prendre à un collectif qui s'organise pour se défendre face à la répression devant les tribunaux. Face à la répression intense dont le mouvement social a fait l'objet aux 4 coins du pays depuis plusieurs années. On peut parler de Sainte-Soline, on peut parler des militants et militantes antinucléaires de Bure, évidemment des mobilisations à Rennes dans un certain nombre de situations. Les défenses collectives, les défenses politiques ont permis de bloquer ou de tenter de bloquer, de limiter les effets extrêmement durs de la répression. Et donc, grâce à ces techniques-là, grâce à ce savoir-là, grâce à cette organisation-là, eh bien, des militants, des militantes ont pu ne pas aller en prison, ont pu être relaxés. Il est dangereux avec le pouvoir actuel, tel qu'il existe sous la présidence Macron et avec les gouvernements successifs, mais on imagine ce que pourrait trouver dans son escarcelle de prise de pouvoir un gouvernement de nature, et évidemment il vient à l'esprit une potentialité qu'on espère éviter, mais qui serait par exemple l'arrivée au pouvoir du RN, qui n'aurait même pas besoin de prendre des dispositions réglementaires ou législatives nouvelles pour aller dans le sens qui est le sien, c'est-à-dire un autoritarisme sans contrôle. Tout ça constitue, si vous voulez, une remise en cause de principes, de principes républicains, oui, de base, de principes démocratiques de base. Alors évidemment, une démocratie qui ne tolère pas, voire même qui ne garantit pas la possibilité en son sein de l'expression de la contestation et du dissensus, c'est une démocratie qui n'est pas complètement à la hauteur de sa promesse.